Le vieux monde se meurt, un nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Hein, ça semble très actuel. Alors les monstres aujourd'hui, évidemment, peut-être plus les mêmes que dans les années 30 où écrivait Gramsci, encore que. Alors c'est évidemment d'abord l'intégrisme religieux qui va jusqu'au crime. Et puis c'est en Europe la montée du nationalisme, de l'extrême droite, et en France évidemment la trompette mal embouchée. Vous voyez, la trompette mal embouchée. Moi, je préfère dire la peste blonde. Alors, ça n'est pas une blague sexiste. Hein. La peste blonde, c'est en référence évidemment avec la peste brune hein, qui désignait le nazisme. La peste blonde, en quelque sorte, ce serait une peste brune qui serait décolorée pour se dédiaboliser. Hein. Mais les racines sont bien brunes. Quant au vieux monde qui se meurt, alors là, ça mérite une petite visite archéologique. Diapo suivante. Vous voyez sur cette diapo, très clairement, le schéma. Le vieux monde se compose essentiellement de deux strates. La première, la strate la plus profonde, celle d'en dessous, est constituée par le capitalisme de compromis des 30 Glorieuses. Alors, compromis, oui, capitalisme de compromis, parce que à partir de Yalta, hein, des accords de Yalta, USA-URSS, on se partage le monde, chacun sa zone d'influence en Europe, et on ne touche pas trop à celle de l'autre. Mais en France, c'est aussi bien avant cela, le compromis entre gaullistes et communistes qui a donné naissance au Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance qui se réunit pour la première fois en mars 1943, en pleine occupation, et qui seulement 10 mois après, dans les circonstances les plus difficiles, signent tous d'un commun accord le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, programme de gouvernement. Alors, à la libération, De Gaulle dit aux communistes ok les cocos, vous rentrez au gouvernement, on applique le programme du CNR, mais vous rendez les armes, hein. Pas de révolution. Alors les FTP en particulier tirent un peu du pied. Hein. La situation est tout de même favorable. Le rapport de force est bon pour la gauche. Hein. Mais Thorez, qui rentre du RSS où il a passé toute la guerre, dit ok, le camarade Staline est d'accord, on dépose les armes et comme il faut reconstruire la France, retroussons nos manches. Alors ça a donné des choses intéressantes tout de même. Ça a donné d'abord une vague de nationalisation. Les banques, les assurances, l'énergie, les transports, et un certain nombre de grandes entreprises comme Renault qui s'étaient compromises dans la collaboration. Et puis, ça a donné évidemment les grandes lois sociales, hein, la Sécu, assurance chômage, assurance retraite. Et tout ça, au fil des années, eh bien, ça a donné un partage de la valeur ajoutée 50-50 entre le capital et le travail. Et puis, ce qui n'est pas à négliger, presque 30 ans sans crise économique, jusqu'au choc pétrolier de 1973. Disons-le, ce compromis-là, il s'appuie sur quelque chose qui ne serait plus possible aujourd'hui, et qui fait que les 30 Glorieuses, eh bien ma foi, plus la peine d'y penser. C'est le fait que ce partage de la richesse s'appuyait d'abord sur un productivisme effréné,
aussi bien industrielle qu'agricole, hein, dont on sait aujourd'hui évidemment qu'il bousille la planète. Et puis ça s'appuyait aussi sur, il faut bien le dire, un pillage du tiers-monde sans limite. Alors, ce vieux monde n'existe plus. Vous connaissez la citation de Warren Buffett, le grand spéculateur milliardaire, qui disait en 2005 il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre. Et nous gagnons. Le modèle social français, il en reste quelques vestiges, heureusement pour nous, mais il est remplacé de plus en plus et il est attaqué tous les jours par l'autre couche de vieux monde, le néolibéralisme des 30 piteuses, qui atteint son apogée, qui triomphe avec Reagan et avec Thatcher et leur fille monstrueuse Tina. There is no alternative. Mais qui viennent bien plus loin. Hein. Alors, diapo suivante. Voici les Chicago Boys. Les Chicago Boys, c'est ces étudiants en économie chiliens qui, grâce à un partenariat entre l'université catholique chilienne et l'école d'économie de Chicago, ils vont étudier chez Milton Friedman à Chicago, donc l'économie, et ils en reviennent pour la catastrophe du 11 septembre. Alors non, pas celle-là, l'autre, la première, le 11 septembre 1973, ils rentrent derrière les chars de Pinochet, derrière la CIA, et ils vont appliquer pour la première fois en vraie grandeur le néolibéralisme, les théories de Milton Friedman. Alors, ils privatisent tout, hein, dans le sang, hein, c'est une stratégie du choc. Ils privatisent tout, la pauvreté augmente, le chômage augmente, les prix augmentent, les profits augmentent beaucoup. C'est ce que Milton Friedman, le délicieux Milton Friedman, a appelé le miracle chilien. Là, ensuite, dans les années 80, Reagan, Thatcher, et en France, le tournant de la rigueur de 83, et toute la suite jusqu'à aujourd'hui. Néolibéralisme. Les mots sont traîtres. Hein. Libéralisme. On l'entend tous les jours aujourd'hui. La liberté d'entreprendre. Il faut libérer l'économie. Vous savez ce qu'on dit, hein, le néolibéralisme, c'est la liberté, oui, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre et grand ouvert. C'est ce qu'on voit avec le CETA, hein, qui est d'actualité aussi. Hein. Le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qui n'est pas encore ratifié. Le renard multinational européen va s'engouffrer dans le poulailler libre et ouvert canadien, et le renard multinational canadien va envahir le poulailler européen. Devinez qui va s'empiffrer. Quant à néolibéralisme, quant à Néo, il ne va quand même pas se moquer du monde. Hein. Un des piliers du néolibéralisme, de la théorie de Milton Friedman et d'autres, c'est la théorie du ruissellement. Fantastique, la théorie du ruissellement. Plus les riches s'enrichissent, plus les autres et plus les pauvres et tous les autres en profitent. Oui, hein, on sait bien, tous nos milliardaires achètent tous les matins 1 milliard de pain au chocolat à 10 centimes. Et
leur richesse ruisselle sur les boulangers. Non, 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 non. Non, cet argent-là, leur argent, il reste dans la zone, dans la finance hors sol, hein. Et passant éventuellement par quelques paradis fiscaux. Une autre, un des autres piliers de la théorie néolibérale, c'est la main invisible du marché. Ah, la main invisible du marché. Tout irait tellement mieux si l'État ne se mêlait pas d'économie et que le libre marché régulait merveilleusement l'économie. Vous savez de quand ça date? Ça date d'Adam. Alors, calme, hein. Adam Smith. Mais tout de même, 1776, sans jamais faire ses preuves, un record, hein. Et puis, il faut bien dire, ce monde-là, même s'il apparaît triomphant aujourd'hui, il est en pleine décrépitude, hein. Pour une bonne raison, c'est que le capitalisme ne peut pas vivre sans croissance. Et accessoirement que la croissance bousille la planète, hein. Alors oui, les vieux mondes se meurent. Dans une Pompéi qui assiste incrédule au désastre et voit les fumerolles annonciatrices du désastre. Et pourtant ce monde-là apparaît bien moderne. Je vais vous dire un petit secret. C'est à propos du néo de tout à l'heure, hein, j'ai oublié un morceau. Je vais vous dire un petit secret. Le président Micron est un vieux schnock. Les sociaux-libéraux sont des vieux schnocks. Et je ne parle même pas des repus. Les repus, les républicains, qui n'ont toujours qu'une idée en tête, c'est d'éradiquer de façon finale et définitive le programme du Conseil national de la résistance. Alors, comment éviter le désastre? Il y a bien une petite voix du passé qui vient de ma jeunesse qui me dit une seule solution, la révolution. Faut voir. Faut voir, eh ben, on va aller y voir, hein. Diapo suivante. Voici la statue de Saint-Pierre du Ratapo. Saint-Pierre du Ratapo, celui qui nous en montrait les clés, Karl Marx. On le voit là qui observe, être un peu dans la posture du pionceur de Rodin, mais lui il est bien éveillé, et il observe le développement de ces grandes usines dans le nord de l'Angleterre. Il y a l'eau et le charbon, et il voit les petits artisans devenir des prolétaires, les paysans chassés par l'exode rural qui deviennent eux aussi des prolétaires, et les grands aristocrates et les gros marchands qui deviennent des capitalistes. Alors ces nouveaux salariés rassemblés en masse dans ces grandes usines commencent à se dire que peut-être ce ne serait pas tout à fait aux patrons propriétaires de ramasser l'ensemble des richesses qu'eux produisent de leurs mains. Ils se disent que finalement ils n'ont à perdre que leur chaîne, hein, et qu'ils pourraient bien reprendre à leur propre compte l'outil de travail. Mais en regardant ce vieux Karl écrire les premières pages du Capital, élaborer sa théorie de la plus-value et de la lutte des classes, écrire avec son ami Engels le manifeste, je me dis que le prolétariat a définitivement loupé le coche au XXe siècle.
parce que ce n'est plus la classe montante qui n'avait à perdre que ses chaînes, avec les avancées technologiques actuelles, la démassification, prolétariat qui est une classe seulement parce qu'elle se reconnaît comme telle. Ça ne veut pas dire que les salariés ne se battent plus, que le peuple ne se bat plus, hein. Mais simplement que leurs combats, leurs luttes sont purement défensives parce qu'elles ne sont pas portées, mais elles ne sont plus portées par une utopie porteuse d'avenir. Alors évidemment, il nous reste dans la gauche, l'extrême gauche, quelques ouvriéristes qui n'arrivent pas à faire ce deuil. Mais pas de peau, camarades. Le ratapeau n'est plus qu'un vieux rata. Le capitalisme ne peut pas vivre sans croissance, mais le prolétariat non plus. Alors, pour ce qui est du capitalisme, il ne lui reste probablement qu'une seule issue, comme souvent, hein. La catastrophe, la supercrise, la dictature, la guerre, peut-être les trois. Et pour lutter contre cela, l'insurrection des opprimés n'est plus une utopie porteuse d'avenir. C'était la minute de pessimisme absolu.